pense qu'en France, en 2023, l'accès à l'avortement n'est absolument pas remis en cause. Alors, vous allez me trouver assez réac, mais moi je pense que l'école est là pour instruire et que les parents sont là pour éduquer. Mais c'est pas franchement ce qui est en train de se passer. Penser qu'en France, en 2023, le corps des femmes serait alloué me paraît vraiment une régression, mais même en tant que femme, moi c'est un truc qui me terrifie, quoi. Vraiment, moi quand je me présente, je raconte pas ma vie sexuelle et et puis je n'aimerais pas être ramenée à ça. Et je reprendrai quand même les mots, je crois que c'est du docteur Leonetti qui disait si on passe à l'euthanasie, entre guillemets, on ne va pas plus loin, on va ailleurs. Mariage homosexuel, avortement, pornographie, éducation sexuelle à l'école ou encore euthanasie. Alors qu'en 2013, Laure Lavalette manifestait contre le mariage pour tous et que, encore en 2022, Le Monde et Libération l'accusaient d'être anti-avortement, qu'en est-il vraiment? Quelles sont ses positions réelles sur ces sujets sociétaux liés au féminisme et sont-ils vraiment en phase avec le Rassemblement national d'aujourd'hui? Vous saurez tout dans cette vidéo. Laure Lavalette, députée de la 2e circonscription du Var, j'ai 38 ans, non 48, le lapsus, j'ai 48 ans, 5 enfants, c'est mon premier mandat de députée au Rassemblement national où je suis très épanouie. Et voilà, je suis porte-parole du groupe parlementaire. Que vous dire de plus? J'aime le steak tartare, Amy Winehouse et voilà, c'est pas mal, non? Je vous en ai déjà dit beaucoup, je trouve. Marine Le Pen est-elle d'extrême droite? Pas du tout. Êtes-vous féministe? 2 minutes là, je développe, je suis féministe, j'aime qu'on me tienne la porte, qu'on m'invite au resto. Je pense que c'est normal qu'une femme gagne autant qu'un homme, mais par contre je ne me sens pas oppressée par le patriarcat. La France insoumise est-elle un parti républicain? Depuis l'histoire du Hamas quand même, j'ai des gros doutes. Et sinon pour avoir passé pas mal de temps avec eux dans la même salle en commission affaires sociales, je pense qu'il y a une véritable analyse sociologique à faire sur ces gens-là qui sont assez écorchés vifs. L'Union européenne est-elle une chance pour la France? Non. Pas celle-là en tout cas. Il y a des formidables peuples européens, mais pas du tout ce qu'on en fait nos dirigeants. Le Rassemblement national est-il plus de droite que de gauche? C'est le double effet qui se coule, on s'intéresse autant à la fin du mois qu'à la fin de la France. La lutte contre le réchauffement climatique est-elle la priorité numéro 1 en Europe? Non, je pense que c'est plutôt la sécurité, la survie de la civilisation et la fin du mois pour les Français qui ont vraiment du mal à se nourrir. Viktor Orban est-il un démocrate? Oui. Faut-il mettre le droit à l'avortement dans la Constitution? Non, c'est superfétatoire. L'accès à l'avortement n'est absolument pas remis en cause en France. Les pays européens ont-ils besoin des immigrés pour des raisons de travail? Non, il faut relancer la natalité, pour ça on a plein d'idées. Tiens, un deuxième enfant qui est une part fiscale pleine par exemple. Le RN va-t-il gagner les élections européennes de 2024? Évidemment. Bonjour Laure Lavalette. Bonjour Louis. Il y a 2 thèmes qu'on va aborder principalement pendant cette interview. Le premier, ça va être les droits des femmes et des personnes LGBT. Donc on abordera tout un tas de sujets liés à ce grand thème. Et le second, ce sera la fin de vie, les différentes solutions par rapport à la fin de vie, notamment l'euthanasie, parce qu'il y a un projet de loi qui va arriver bientôt à l'Assemblée. Première question, donc on va parler d'abord d'avortement. Tous les pays européens, grâce à Malte depuis juin 2023, autorisent l'interruption volontaire de grossesse, et notamment la France. Et en France, on sait que Emmanuel Macron, qui a prélancé récemment ses volontés pour la réforme de la Constitution, souhaite inscrire le droit à l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Est-ce que vous soutenez cela et pourquoi? Vous savez que j'ai voté contre la constitutionnalisation du droit à l'avortement. Oui. Résultat du scrutin, votant 387, exprimé 369, majorité 185, pour 337, contre 32. L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi constitutionnelle. Parce que je m'en suis beaucoup expliqué, je pensais que c'était superfétatoire. Je pense qu'en France, en 2023, l'accès à l'avortement n'est absolument pas remis en cause et que donc c'était un peu une diversion offerte par la Macronie, parce que pendant qu'on parle de ça, qui n'a pas vraiment un sujet, on ne parle pas de ce qui préoccupe vraiment les Français. Pour tout vous dire, moi j'ai fait toute la campagne de Marine Le Pen, après j'ai fait ma campagne des législatives. Personne, jamais sur un marché, ne m'a dit qu'il était inquiet de ne pas pouvoir avoir accès à l'avortement. Je pense que ça a été monté, un peu en épingle pour cliver, puisque tous ces sujets sociétaux sont éminemment clivants, puisqu'ils renvoient à l'intimité de chacun. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'au Rassemblement national, on a la chance d'avoir une liberté de vote totale sur les sujets sociétaux. On va sûrement y venir un peu plus loin, notamment aussi sur la fin de vie. Moi, j'ai pensé que le calendrier qu'essayait de mettre la Macronie était calqué sur un calendrier américain, sauf que moi, je ne me sens pas du tout américaine. Je suis
depuis bien là, ancré dans ma constitution, et je n'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait été empêché d'avoir accès à l'avortement. Je pense qu'il aurait mieux valu plutôt s'occuper des déserts médicaux, par exemple, parce que je pense que si les femmes n'avortent pas ou sont en incapacité d'avorter, c'est plus parce qu'elles ne trouvent pas de gynécologue, puisqu'il y a quand même un tiers des départements au moins qui n'a pas de gynéco. Donc je pense que le problème était au mauvais endroit, que c'était une façon, j'allais dire, de fracturer un peu plus la société. Et je pense que voilà, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que ça n'était pas possible, ou alors je vous dis parce qu'il manque des gynécos. Ça, c'est un autre gros problème de désert médical sur lequel, pour le coup, le Rassemblement national est plutôt en pointe, parce que j'ai beaucoup de mes collègues députés qui sont élus de ruralité, où effectivement vous devez faire 300 km pour aller accoucher, par exemple, ce qui pose un vrai problème. Donc je pense que le curseur n'était pas au bon endroit, que c'était encore une fois une histoire pour cliver un peu cette société qui, à mon avis, n'en a pas besoin. Et concernant les modalités de l'avortement, je voulais parler notamment de la Pologne, où il y a eu des élections ce week-end. En Pologne, vous savez sûrement que le droit à l'avortement est assez restreint, c'est-à-dire que par rapport à la France, où l'avortement est très libre, en Pologne, les femmes n'y ont accès que si elles sont en danger ou si elles ont été violées ou victimes d'inceste. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait mettre ça en place en France, ou est-ce qu'il faudrait restreindre ce droit en France? Non, mais moi je pense que chaque peuple européen, et c'est bien ce qui fait sa richesse et la richesse de l'Europe que l'on aime, c'est bien que chacun a sa spécificité. Nous ne sommes pas polonais, on n'a pas la même culture. Donc, je veux dire, non, moi je suis profondément française et ancrée ici. Je pense quand même que sur les modalités, vous faites bien d'en parler, le Rassemblement national s'était opposé au rallongement du délai. Vous savez, on peut avorter jusqu'à 14 semaines en France maintenant. Et c'est vrai qu'on s'y était opposé parce que de l'avis des médecins même, c'était pas le même acte. L'acte est quand même plus traumatisant. 2 semaines de plus, c'est un peu glauquissime, mais il y a cette histoire de crâne qui doit être écrasé. Voilà. Et mes collègues, que ce soit même Marine Le Pen en a beaucoup parlé, nous étions opposés à cet allongement du délai d'IVG. Donc dans les modalités, voilà, mais je pense que en France, encore une fois, voilà, vous savez, c'est né de la volonté de Simone Veil. Et d'ailleurs, je vous invite à relire son discours très poignant. D'ailleurs, je pense qu'on est un peu plus loin maintenant de l'esprit qu'elle avait voulu mettre. Elle commence d'ailleurs en disant que l'avortement est un drame avant d'être un droit. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. C'est toujours un drame, cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Et je pense qu'effectivement, je serais même du genre, moi, à vouloir aider aussi. J'avais pensé... économiquement parlant, je pense qu'il y a cette histoire de désir d'enfant en France qui est éloignée du nombre d'enfants. Les femmes ont 1,7 enfants. Ah, moi, je ne vais pas divulgacher votre question d'après. Mais alors, il y a quand même, on observe un contraste entre ce que vous dites là aujourd'hui et la façon dont les médias en parlent. Le 3 mai 2022, avant les élections législatives, Le Monde vous décrivait comme, je cite, anti-IVG. Pourquoi ? Il y a un énorme contraste, de toute façon, globalement, entre ce que nous sommes, ce que nous vivons et ce que les médias disent de nous. Je m'imagine que ça ne vous a pas échappé, que ça n'échappera pas aux gens qui vont écouter cette émission. En fait, j'ai signé en 2014, à un moment relativement passionné, souvenez-vous du débat de la Manif pour tous, une charte parce qu'on était en pleine élection municipale et que je voulais mettre en place, c'était dans notre programme, des aides pour les femmes qui avortaient pour des raisons économiques. Parce que je pense qu'en France, je vous le disais, les femmes ont 1,7 enfants à peu près par femme. Et le désir d'enfant est plutôt à 2,5. Donc ça veut dire que des femmes se restreignent d'avoir des enfants parce qu'elles se demandent comment elles vont payer les couches, le lait et comment ça va impacter la vie du foyer. Et je trouvais fou qu'en 2014, on puisse avorter parce qu'on ne savait pas si on allait avoir les moyens ou pas de garder cet enfant. Et donc j'avais envie de donner... une possibilité à ces femmes-là de pouvoir garder, évidemment, faire un autre choix que celui de l'avortement si elles voulaient avorter pour des raisons économiques. On va aborder un second sujet, toujours dans ce thème des droits des femmes et des LGBT. Là, on parle plutôt, en l'occurrence, des deux. Je voulais aborder avec vous la gestation pour autrui, voilà, la GPA. Donc en gros, pour expliquer rapidement aux abonnés qui ne connaissent pas ce terme, c'est le fait pour une femme de porter le bébé d'un autre couple, d'une autre femme. On parle souvent donc, pour ces personnes-là de mères porteuses.
Et récemment, il y a eu le Parlement européen qui a voté pour interdire la GPA à l'échelle européenne. C'était un projet porté par le PPE, le groupe dont fait partie les Républicains au Parlement européen, donc vous n'êtes pas parti. Non, c'est pas notre groupe, effectivement. Est-ce que vous vous réjouissez que l'Europe décide d'interdire bientôt la GPA? Je me réjouis évidemment. Sur la GPA, pour nous, c'est vraiment la ligne rouge, même si, encore une fois, sur ces sujets sociétaux qui sont très clivants, on demandait un moratoire, mais là, c'était sans la GPA, hein, c'était plutôt au départ sur la PMA. Non, la GPA, il faut expliquer aux gens, voilà, c'est quand même la marchandisation du corps humain. Et encore une fois, le jour où ça sera une New-Yorkaise branchée qui portera le bébé d'une nana des favelas, éventuellement, on peut y réfléchir. Mais vous imaginez bien que les femmes qui louent leur utérus, elles le font évidemment aussi pour des raisons alimentaires. Parce que moi qui ai été enceinte 5 fois, pas forcément une partie de plaisir. Hein. Vous commencez par avoir la gueule de bois pendant à peu près 3 mois. Vous avez l'impression que vous sortez de soirée pendant 3 mois. Vous ne pouvez rien avaler. Je veux dire, vous avez un panel de trucs annexes qui arrivent que je vais vous épargner parce que faites des bébés et vraiment c'est top la grossesse. Mais il ne faut pas se mentir. On ne fait pas ça par plaisir. On ne se dit pas quand je serai petite fille, moi je serai mère porteuse. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Mais ça, je ne l'ai jamais entendu. Je pense qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Le corps doit être vu quand même comme quelque chose de quasi sacré. On ne peut pas louer son corps, voilà, c'est comme ça. Je pense que les sociétés évoluées ne peuvent pas imaginer qu'on puisse louer son corps. Mais d'un autre côté, les personnes qui décident de porter un bébé, elles le choisissent. Mais elles ne le choisissent pas, elles le choisissent parce qu'il faut remplir son frigidaire, mon bon monsieur. Encore une fois, personne ne se dit, tiens, je vais être porteuse. Non, elles le choisissent parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est en ça que c'est complètement biaisé et qu'à mon avis, penser qu'en France, en 2023, le corps des femmes serait alloué me paraît vraiment une régression, mais même en tant que femme, moi, c'est un truc qui me terrifie, quoi. Vraiment, je pense que tout ce qui peut aller dans le sens de l'interdiction de la GPA est évidemment une bonne chose. Alors, à l'inverse, le gouvernement a l'air plutôt favorable. En tout cas, il y a des ministres qui se sont prononcés pour, Olivier Dussopt, Clément Beaune. Est-ce que si le Parlement européen, au final, n'interdit pas la GPA, vous craignez que le gouvernement autorise la GPA à l'échelle nationale? De toute façon, on savait très bien, avec le mariage pour tous, avec la PMA pour toutes, on savait très bien que l'étape d'après serait la GPA. Ça faisait aussi partie du combat que moi j'ai mené à l'époque contre le mariage pour tous. Pourquoi c'était pas le gouvernement pour le coup? Non, mais on savait très bien. C'était Nicolas Sarkozy quand même qui en avait envie, qui en avait commencé à préparer les esprits, et puis ça s'est fait après. J'admire ceux qui ont des idées très tranchées, mais je pense aujourd'hui, après y avoir réfléchi profondément, que la France a bien d'autres problèmes que d'ouvrir une guerre sur le mariage pour tous. Mais je pense que voilà. Il y a une continuité entre le mariage pour tous. Bien sûr, elle est évidente. Évidemment, elle est évidente. Et je pense que non, mais moi je m'y opposerai de toutes mes forces et mon mouvement politique aussi. Encore une fois, parce que ça pose une question éthique, de louer son propre corps. Et globalement, est-ce que vous avez l'impression que le gouvernement s'inscrit dans cette marche un peu qu'on peut qualifier de progressiste vers toujours plus d'ouverture de la sexualité? Clairement, ouais. Enfin, c'est même pas l'ouverture de la sexualité. Je pense qu'on est au-delà de ça. On est encore une fois, c'est un autre choix. C'est même pas aller plus loin. Là, c'est aller ailleurs. C'est-à-dire que vous allez louer votre propre corps. Puis en plus, ils viennent de faire. C'est quand même assez intéressant. On peut s'y arrêter 2 minutes. Macron avait demandé à Boris Cyrulnik, qui est quand même un pédopsie éminent, un rapport sur les 1000 premiers jours de l'enfant et sur la grossesse et sur le lien qu'il y avait entre la mère et l'enfant. Enfin, je veux dire, moi je suis d'une génération où on vous disait qu'il fallait absolument que le père mette la main sur le ventre. Enfin, et d'un coup, tout ça, ça vole en éclats. Finalement, ça n'a plus de sens. Le lien qu'il y a entre la mère porteuse, enfin la mère et l'enfant n'aurait d'un coup plus de sens. Enfin, je veux dire, non, c'est à marche forcée. On va vers la marchandisation des corps. Mais bon, ça, c'est très en phase finalement avec une société tout consumériste. Et d'un autre côté, on peut se dire que la GPA, ça permet aux familles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, on sait avec la pollution, tout ça, il y a de plus en plus de stérilité dans les nouvelles générations. Il y a de plus en plus de personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Comment on fait au-delà, enfin, à part la GPA, comment on fait pour... Oui, mais est-ce que ça, si ça pourrait tout justifier? Donc ça veut dire qu'après, on va avoir des couveuses, on va faire des enfants là parce que finalement, les gens sont de plus en plus stériles, on va laisser croître un enfant dans une couveuse sans rien. Enfin, non, ça n'a pas de sens. Je pense que c'est justement ça aussi d'être politique, c'est de savoir où est-ce qu'on met le curseur, à quel endroit on se dit ça c'est éthique, ça ne l'est pas. Et encore une fois, je vous dis, je pense que le corps a une dimension quasi sacrée à laquelle évidemment il ne faut pas toucher. D'ailleurs, encore une fois, je le répète, les mères porteuses sont toutes quand même globalement exploitées dans la misère. Ouais. On va passer sur un autre sous-thème dans ce grand thème des droits aux femmes et aux LGBT. En l'occurrence, on va parler du mariage homosexuel.
Aujourd'hui, il y a 14 pays de l'Union européenne qui reconnaissent le mariage homosexuel, dont la France. Est-ce que vous soutenez cela, premièrement, question très large, est-ce que vous êtes pour finalement la loi Taubira de 2013? Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, je dois avouer que je suis submergée par l'émotion. J'espère être capable de vous dire quelques mots. Je suis extrêmement reconnaissante à Monsieur le Premier ministre et au Président de la République de nous avoir offert l'opportunité de conduire cette très belle réforme. Je ne vais pas vous mentir, hein, j'ai été en photo dans beaucoup de manifestations. Donc non, j'ai manifesté contre le mariage pour tous. Pas du tout parce que le mariage n'est pas là pour célébrer l'amour. Parce que évidemment que deux personnes homosexuelles peuvent s'aimer et la question ne se pose pas. C'est une question religieuse plutôt? Non, pas du tout, pas du tout. Au contraire, non, c'est même d'un point de vue civil, le mariage civil. Et d'ailleurs, quand j'ai eu l'occasion de célébrer des mariages quand j'étais conseiller municipal, la moitié des articles parlent de l'éducation des enfants. Et je pense que cette filiation, cette importance d'avoir un père, une mère était importante et que du coup, elle vole un peu en éclats, évidemment, quand on a un mariage homosexuel. Donc, je n'ai pas combattu le mariage homosexuel parce que c'était deux hommes ou deux femmes qui se mariaient. Ça n'est encore une fois pas la célébration de l'amour. C'est un socle prévu par le Code civil pour fonder une famille, ce qui vous en conviendrez, à l'époque en plus où la PMA pour toutes n'était pas ouverte, n'avait du coup pas de sens. Après, on aurait pu, à mon avis, faire très différemment, protéger et ouvrir d'autres droits. Par exemple, faire un Pax amélioré qui aurait pu donner des droits, évidemment, à deux personnes de même sexe qui se seraient paxées. Mais voilà, je pense que c'était je pense qu'il fallait sacraliser ce mariage. Ça n'a pas été le choix du gouvernement de l'époque. Voilà, dont acte. Maintenant, ça fait 10 ans, la question ne se pose plus, puisque on ne va pas revenir. Enfin, voilà, mais encore une fois, je pense que ça concerne au final peu de gens. Je ne sais pas si vous avez le chiffre. Mais, oui, alors en 2022, sur 237 000 mariages, il y en a eu 7 000. Voilà, donc vous voyez, ça reste un peu epsilon. Enfin, on va aborder un dernier thème qui est beaucoup, qui fait beaucoup débat en ce moment en Europe. L'éducation sexuelle des enfants, on verra que ça va parfois au-delà de l'éducation sexuelle dans certains pays. Je voulais vous parler d'abord de la Belgique avec la loi Evras, le décret Evras pour être exact. C'est un décret qui a été adopté le 7 septembre en Belgique, qui concerne la Wallonie, donc la Belgique française, francophone plutôt, et qui oblige l'ensemble des élèves de 6e et de seconde du sud du pays, donc ça concerne 110 000 élèves, à recevoir ce qui s'appelle l'Evras. Littéralement, en gros, c'est l'éducation sexuelle relative à l'éducation et à la vie relationnelle, affective et sexuelle, l'Evras. Pour citer quelques mentions qui sont présentes dans ces cours, on y parle d'identité de genre, d'expression de genre et de connaissances sexuelles. Ce document se veut inclusif et non hétéronormatif. Les élèves âgés de 9 à 11 ans discuteront des modèles positifs LGBTQIA+, et des intersexuations. Le but, c'est de prendre conscience que l'identité de genre peut être identique ou différente, se rapprocher, s'éloigner, correspondre, osciller vis-à-vis du sexe attribué à la naissance. On parle aussi du désir d'avoir un enfant, qu'il y a plusieurs moyens d'avoir un enfant, qu'il est possible de ne pas avoir envie d'avoir un enfant, qu'il n'y a pas de meilleure façon de devenir parent, donc GPA, BMA, que faire un enfant naturellement n'est pas une meilleure option par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez sûrement suivi, il y avait eu des manifestations suite à cette loi, et il y avait eu des écoles qui avaient été vandalisées, principalement par des religieux catholiques et musulmans qui étaient contre cette loi par rapport à leurs valeurs religieuses. Qu'est-ce que vous en pensez Je pense que je suis assez contente de ne pas être belge, déjà. Voilà. D'ailleurs, ils sont très progressistes, on le verra aussi après, sûrement sur la fin de vie, on pourra en parler. Ils ont effectivement cette vision très progressiste. Alors, vous allez me trouver assez réac, mais moi je pense que l'école est là pour instruire et que les parents sont là pour éduquer. Alors, ça paraît comme ça assez basique, globalement, mais ce n'est pas franchement ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y a une dérive assez grave, effectivement, de faire rentrer à l'école des associations qui sont des associations qui représentent souvent des minorités, voire des minorités de minorités de minorités, qui sont en fait très, très militants. Et je pense qu'on s'y prend mal. Il n'y a qu'à voir, j'avais même demandé, on a demandé avec ma collaboratrice, je suis à la délégation des droits des enfants, et j'ai demandé à auditionner, pour revenir un peu en France, j'ai oublié le nom, mais l'organisme qui gère un peu la com de tout ce qui est justement éducation sexuelle pour nos enfants, la com du gouvernement, et franchement c'est atterrant, parce que je ne pense pas que de parler de sodomie à un gamin de CE1 soit une bonne chose. Je ne pense pas de parler fellation à une nana de CE2 ce soit bien. Je pense que la façon dont c'est fait est
relativement précoce. Je pense qu'il faut absolument apprendre aux enfants à se protéger. Ça, je pense que c'est une vraie question parce que ça peut éviter les agressions sexuelles et notamment dans le harcèlement. Donc il faut réfléchir à une façon effectivement leur dire qu'ils sont propriétaires de leur propre corps et qu'il n'est pas question que quelqu'un d'autre y touche. De là à mettre notre vie sexuelle dans les mains d'un enfant, enfin vous voyez ce que je veux dire, une conception d'adulte de vie sexuelle à des enfants petits me paraît être absolument terrible. Vous voyez qu'il y a déjà un enfant sur 2 en 6e qui a vu un film porno. On connaît tous les ravages, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des médecins qui expliquent bien que le porno c'est un problème dans le rapport qu'on a après dans les relations sexuelles avec la femme, dans la soumission, dans la mauvaise image qui est aussi donnée des femmes. Donc je pense qu'être féministe c'est aussi... On va interdire la pornographie en France ? Je pense qu'il faut faire en sorte qu'elle ne soit surtout pas accessible aux mineurs. Ça c'est certain, et d'ailleurs ça a été beaucoup évoqué dans le texte sur le numérique, parce que ça fait consensus, pour en avoir parlé à la ministre Cobel, c'est un cheval de bataille qui est super important. Je pense que ça fait des ravages absolument terribles. Vous avez quand même des images imprégnées dont vous avez du mal à vous départir, et je pense que ça ne rend pas heureux. Les Nétines disaient pourra servir des peuples mieux que des miradors, c'est de la pornographie. Je pense qu'il n'a pas tort. Donc derrière tout ce qui est marchand, en plus, je pense qu'effectivement c'est c'est surtout pas un cadeau qui est fait aux jeunes. Donc moi je suis toujours très inquiète des associations qui interviennent dans les écoles pour parler à nos enfants, parce que déjà globalement ils parlent que de cul, alors qu'on ne peut pas dissocier ça non plus d'une éducation affective. Je veux dire, quand j'entends les amis de mes enfants, enfin je veux dire, quand on parle de tout ça, il y a beaucoup de jeunes filles aussi très blessées, par exemple tout ce qui est le consentement. Je pense que ça, c'est très important, évidemment, d'en parler. Mais je pense qu'on peut parler de ça de façon délicate, et c'est de l'éducation à une vie affective. Mais encore une fois, voilà, la sodomie, cunnilingus et la fellation en CE1, CE2, je pense que c'est plutôt dévastateur. Mais vous parlez d'association, pour revenir rapidement sur la Belgique, en l'occurrence, là, c'est un programme scolaire, c'est une matière qui sera enseignée par les professeurs, c'est pas des... Typiquement là, au moment où on parle, j'aurais absolument aucune confiance dans ce que le gouvernement ferait pour parler de ça à nos enfants. Je vous dis, j'ai demandé à auditionner ce service-là parce que ça me paraissait complètement dément. On s'exprime, voilà, avec sexe évidemment, mais voilà, et sans être ni prude, ni franchement, je suis très épanouie dans ma vie intime. Il n'empêche que je pense qu'il y a à chaque âge ses plaisirs et que le primaire n'est surtout pas là pour être... Et puis il y a quand même eu j'allais dire, vous avez bien vu des spectacles absolument dingues où il y a des adultes qui dansent à poil devant des gamins subjugués. Il y a du coup, pour faire face à ça, Éric Zemmour et son parti ont mis en place l'association de parents vigilants. Ils se vantent d'avoir un réseau de 3500 parents dans différentes écoles de France qui lui rapportent des spectacles, donc vous dites des spectacles, des sujets de contrôle qui seraient selon lui trop orientés ou trop... C'est souvent le cas en plus, hein. C'est souvent très très militant en fait. Est-ce que vous soutenez ce projet d'Éric Zemmour ? Enfin, j'ai pas attendu Éric Zemmour pour avoir ce genre de truc. J'ai 5 enfants, l'aîné a 22 ans, donc même sans Éric Zemmour, figurez-vous que j'arrivais à dire et à tirer la sonnette d'alarme. Évidemment, encore une fois, c'est un truc de bon sens. Tout ce qui va dans ce sens-là, on ne peut que le soutenir. Vous parlez aussi de Hongrie. En juin 2021, Viktor Orban il a fait adopter une loi qui vise à interdire la promotion de l'homosexualité et de la transsexualité, du changement de sexe auprès des mineurs. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose d'un peu de cacher ces pratiques aux mineurs ? Moi, je pense que ce qui est important, c'est que finalement, la vie sexuelle, ça ne regarde que vous dans votre intimité, moi dans mon intimité. Je pense que vos pratiques, ça ne m'intéresse pas de les connaître et vice-versa. Et je pense qu'on a ce problème aussi maintenant, parce que c'est très militant en fait, c'est très militant, mais ça reste des minorités. Voilà, la sexualité des gens, ça doit rester dans l'intimité. Je veux dire, moi quand je me présente, je raconte pas ma vie sexuelle et et puis je n'aimerais pas être ramenée à ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Et je trouve ça très dégradant. Mais je trouve ça très dégradant même de dire, de mettre tout ça en avant systématiquement parce que c'est réducteur déjà. On vous réduit à votre sexualité, moi ça me paraît quand même un manque d'ouverture, de bienveillance absolument dingue. Ça regarde chacun ce qu'il fait encore une fois dans son intimité. Les personnes homosexuelles. Ou par exemple, ou transgenres, mais ça arrive quand même, on arrive à des situations ubuesques. Ce matin en commission pour le projet de loi de finances de la sécurité sociale, il ne faut pas que je me trompe, on était en train de réfléchir aux protections périodiques des hommes avec utérus. Vous voyez, on en est quand même, il y a quand même une dérive sémantique qui a été faite maintenant. Transgenre, dans quel sens ? Enfin, bon, voilà, je pense qu'encore une fois, ce sont des minorités. Il faut voir ça avec toute la bienveillance évidemment parce que chaque personne mérite cette bienveillance. Néanmoins, ça reste de l'intime.
Et ça doit rester de l'intime. Vous avez compris, enfin, moi je vous parle plutôt pour le coup d'éducation sexuelle. Est-ce que le fait d'éduquer sexuellement les enfants, de leur apprendre comment ça fonctionne Oui, mais enfin, je vais vous dire, encore une fois, je pense pas que ça soit le lieu de l'école. Vraiment, je pense que... C'est les parents qui doivent... Oui, je pense que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Et je pense que ça n'est surtout pas l'école. Et encore une fois, je vais vous dire, parce que l'école est gangrénée de ces associations complètement militantes. Non, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que sur ces sujets sociétaux qui sont éminemment clivants et qui touchent à l'intime, le Rassemblement national voulait déjà un moratoire, qu'on attende un peu, et après voulait soumettre à la société les sujets de société. On va passer à la seconde partie de l'entretien concernant la fin de vie et notamment l'euthanasie, du coup on y viendra. Premièrement, en fait, vous parliez de la Belgique à l'instant, la fin de vie, enfin l'euthanasie en Europe est autorisée seulement dans 5 pays, Pays-Bas, Luxembourg, Belgique, donc le Benelux, l'Espagne et la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, mais qui autorise quand même l'euthanasie. Donc l'euthanasie, pour rappeler, en gros, dans tous les autres pays, l'euthanasie est soit interdite, soit autorisée, mais uniquement indirectement, c'est-à-dire qu'on peut couper les soins du malade, mais sans mettre fin à ses jours directement, alors que l'euthanasie, c'est vraiment le fait qu'un médecin tue le patient. Dans les semaines à venir, donc il y a un projet de loi qui va arriver et qui va être débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet de loi? Parce qu'on n'en a pas encore tous les contours. On sait que globalement le gouvernement veut autoriser l'euthanasie sous certaines conditions. Qu'est-ce que vous attendez de ce projet de loi? Des débats déjà, j'espère qu'on aura le temps de débattre, pas comme là où on a encore eu un 49.3. J'espère que le Parlement sera le lieu du débat éthique, puisque la question, c'est quand même... ce serait un changement de société quand même et civilisationnel très important si ce texte venait à être voté. Donc j'espère qu'on pourra débattre sans... de façon sereine. Ça va être difficile. Changement civilisationnel pour vous? Ouais, je pense, ouais. Pourquoi? En République, on ne donne pas la mort, voilà, ce que disait Badinter. La peine de mort est contraire à ce que l'humanité, depuis 2000 ans, a pensé de plus haut et rêvé de plus noble. Elle est contraire à la fois à l'esprit du christianisme et à l'esprit de la Révolution. Je pense que les médecins sont là, que ça soit la même main qui soigne, qui du coup donne la mort. Je pense que c'est quelque chose auquel on n'était pas du tout préparé. Je pense que oui, les civilisations ont toujours quand même pris soin des personnes âgées. Nous, on passerait quand même dans un autre cadre. Après, il y a un manque cruel, et ça sera un de nos grands combats, de soins palliatifs en France. Et c'est pas possible qu'en 2023, les gens souffrent en fin de vie. Et on s'est aperçu quand même que quand on soulageait cette souffrance, les gens avaient beaucoup moins envie de mourir. En fait, vous voulez mourir parce que vous n'en pouvez plus de votre état, de votre souffrance, qu'elle soit physique, mais aussi psychologique, parce que bien sûr, les soins palliatifs, c'est un tout. On prend la personne dans son ensemble. Et il y a encore une fois, pratiquement, il n'y a pas eu d'unité de soins palliatifs créée depuis 2016, par exemple, alors qu'il y avait déjà un manque complètement cruel au moment où est sortie la loi Leonetti-Claes. Mais alors, sur les unités de soins palliatifs, pour le coup, on a quand même vu une énorme augmentation depuis la loi de 99. Aujourd'hui, il y a 7500 lits en France qui sont destinés aux soins palliatifs. Vous voulez qu'il y en ait encore plus? En fait, c'est pas que des lits, parce que c'est pas des lits, c'est des unités. En fait, il faut prendre la personne en fin de vie dans son ensemble. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est que la loi de 2016, elle soit appliquée complètement, et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Les gens ne connaissent pas, par exemple, les directives anticipées, ce que vous pouvez donner à un de vos proches, ou vous, écrire noir sur blanc, ce que vous voulez. Il y a cette histoire de sédation profonde et prolongée. Donc, si on veut, à la fin de sa vie, ne pas le voir, ça, c'est ce qui existe en France. C'est ce qui existe en France, mais qui n'est pratiquement pas fait parce que les gens ne le connaissent pas. Moi, j'ai rencontré beaucoup. Les médecins n'utilisent pas en fait, il y a peu de médecins qui connaissent exactement cette loi. J'ai rencontré pas mal de médecins engagés dans les soins palliatifs qui disaient le vide abyssal de temps en temps de connaissances. Mais vous savez, j'ai fait une mission flash sur les maladies neurodégénératives. Il y a des diagnostics d'Alzheimer qui sont faits 10 ans après que la maladie a été déclarée parce que les médecins ne sont pas assez formés aussi à ces nouvelles maladies. Donc, ils font déjà ce qu'ils peuvent et c'est tant mieux. Mais je pense qu'il faut utiliser cette loi 2016. Pour l'instant, ça n'est absolument pas ce qui est fait. Et je reprendrai quand même les mots, je crois que c'est du docteur Leonetti qui disait si on passe à l'euthanasie, entre guillemets, on ne va pas plus loin, on va ailleurs. Et je pense que ça, c'est très pour moi, c'est vraiment ce qui doit être un peu notre colonne vertébrale. C'est-à-dire que si on sort de cette loi-là et que celle qui va sur la table, on ne la connaît pas encore, donc je ne veux pas... mais a priori, ce serait aller ailleurs. Et du coup, il y aurait un côté proactif
dans le fait de donner la mort, et ce qui effectivement, je pense, est un changement civilisationnel important. La Belgique, c'est un peu flippant quand même, quand vous voyez ce qui se passe. Il y a des enfants en Belgique qui ont déjà été euthanasiés. Il y a aussi des Français qui vont... Bien sûr, et en Suisse, et en Suisse aussi, j'allais dire, il n'y a pas mal de... Justement, c'est des Français qui vont en Belgique pour pratiquer l'euthanasie, c'est que c'est une demande quand même de la population. il y a eu la Convention citoyenne sur la fin de vie en mars 2023. 70% des citoyens qui ont participé se disaient pour le... Oui, mais parce que je suis persuadée aussi que leur souffrance n'était pas prise en compte et n'était pas soulagée. Je vais vous dire, aux États-Unis, c'est assez simple. Enfin, c'est pas assez simple, mais vous pouvez, vous savez, avoir une prescription pour avoir le médicament qui fait que. Et en fait, on s'aperçoit que sur 10 personnes, par exemple, qui demandent cette fameuse pilule, il n'y en a que 3 qui l'utilisent. Donc, vous voyez, vous en perdez 7 en route qui, finalement, ont un instinct de survie et veulent continuer à vivre. Mais ça, c'est faisable si on prend en compte votre souffrance, si vous êtes bien accompagné, si la famille est bien accompagnée. Il y a des associations formidables en France où vous avez des gens en fin de vie chez vous et vous êtes quand même visité. Vous avez quelqu'un qui vient, qui prend en compte la souffrance non seulement de celui qui souffre, mais aussi de toute sa famille, de tous les aidants. Vous savez, il y a 15 millions d'aidants en France. En fait, c'est un écosystème autour de la personne qui est en fin de vie qu'il faut soulager. Et je pense que l'euthanasie n'est pas la bonne solution et qu'il y a... D'ailleurs, les médecins, ils sont très très partagés. Vous avez bien vu sur le sujet. Et Dr Braun, l'ancien ministre qui est parti, et François Braun n'était pas du tout à l'aise avec ça. Alors que typiquement, Braun-Pivet, au vœu de cette année, a dit que ça serait majeur pour elle que cette loi passe. Donc ça m'avait un peu glacé le sang, je vous avouerai, que ce soit un objectif majeur que de donner la mort soit légal. Je trouve que ça en dit long quand même sur cet état d'esprit. Encore une fois, par contre, il n'est pas possible en 2023 de souffrir quand vous êtes en fin de vie. Ça, c'est évidemment... voilà. Ça pose aussi la question de la dignité de la personne. Ben, c'est ce que je voulais vous amener là, c'est-à-dire que vous parlez beaucoup de la souffrance en fin de vie. Il y a quand même des malades qui, même s'ils ne souffraient pas, voudraient mettre fin à leur jour pour éviter un peu la perte de dignité à la fin de la vie, la décrépitude. Oui, mais c'est intéressant ce que vous me dites, parce que la dignité, on peut prendre un paradigme différent. La dignité, c'est aussi qu'est-ce que la société pense de ces gens-là. Est-ce que la dignité, est-ce que c'est pas la société qui fait qu'il y ait une déchéance de cette dignité? Je veux dire, on a l'impression que pour être digne, il faut être en bonne santé, produire. Non. On peut aussi aimer les gens pour ce qu'ils sont, pas pour ce qu'ils produisent. Et quelqu'un qui est en fin de vie, il a toute sa dignité, mais encore une fois, c'est à nous aussi, société, d'amener cette dignité. Moi, je vais vous dire, j'ai une jeune fille handicapée mentale. Pour certains, elle ne devrait pas être là parce qu'elle ne produit rien. Elle coûte cher à la société. Mais parce qu'en fait, c'est le prisme qui ne va pas. C'est le paradigme. Mais ça, le débat qui soit palliatif, c'est un poste de dépense super important là. Non mais je m'en fous. Enfin, je veux dire, gouverner, c'est prévoir et c'est dépenser. Enfin, moi, je pense que l'immigration est un poste, par contre, qui est bien plus important. Mais si une société n'est pas capable de mettre de l'argent pour rendre aux gens qui souffrent et qui sont en train de mourir leur dignité, en tout cas, c'est pas la société dans laquelle j'ai envie de vivre et c'est surtout pas la société pour laquelle je me bats. Après, je dis pas que c'est facile. On a tous des exemples dans nos familles très difficiles, évidemment, où on connaît des gens. Moi, je connais des gens qui se sont donné la mort, j'allais dire tout seuls, parce qu'ils voulaient pas voir leur déchéance. Et bien sûr que ça a toujours existé. Mais de là à le rendre légal et que la société l'organise, c'est quand même très différent. Merci beaucoup Laure Lavalette. Et merci Louis. Je vais vous demander, vous pouvez réfléchir, de poser une question à notre prochaine invitée qui est Marie Toussaint, qui sera la tête de liste des écologistes pour les élections européennes. Chère Marie Toussaint, j'aurais aimé connaître la provenance de toutes les fringues que vous avez sur vous aujourd'hui. Et à mon avis, il y en a la moitié qui viennent de Chine. Donc en fait, c'est le modèle économique qu'il faut revoir et arrêter d'emmerder les Français avec votre écologie punitive. Merci.